Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire L'Instant Parent de Réseau Canopé de Corse. Nous accueillons aujourd'hui Marie-Paule Dezanti, clinicienne, psychologue clinicienne à la PMI de la collectivité de Corse, dont les missions sont la prévention et la protection de l'enfance, tout un programme. Alors Marie-Paule Dezanti, en plus de votre mission de psychologue, vous avez aussi une mission de formation dans les domaines d'intervention en crise suicidaire, le programme de développement affectif et social et les compétences psychosociales. Vous êtes donc notre invité ce soir afin d'aborder ces questions sur la santé et les besoins de l'enfant, et notamment sur ces moments qui sont à ne pas rater. Alors cela laisse-t-il entendre que véritablement il y a dans ces moments d'évolution de l'enfant pour lesquels, si nous ne portons pas d'intention, quelque chose serait trop tard, irrattrapable? Y a-t-il des points de vigilance à avoir en tant que parent ou même en tant qu'éducateur? Vers quoi devons-nous tendre pour nos enfants à accéder à davantage d'autonomie, au risque d'avoir le sentiment que nous ne leur porterions pas d'attention, ou au contraire de contrôler leurs faits et gestes, au risque de créer chez eux un sentiment d'étouffement de la part des parents? Probablement qu'un juste milieu existe et vous aurez probablement l'occasion de nous le dire. Alors avant de vous entendre, je rappelle les quelques règles de bon usage qui sont de bien laisser couper les micros et les caméras, avec bien entendu le chat qui reste ouvert pour poser vos éventuelles questions à notre invité. Alors Marie-Paule Dezanti, le temps de télécharger votre PowerPoint, donc et bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus attendre, donc je vous donne la parole. Voilà, juste le temps que votre PowerPoint apparaisse et le temps d'accueillir encore nos quelques invités. Impeccable. Bonsoir Marie-Paule, c'est à vous. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Donc, on va essayer d'aborder la question du développement de l'enfant, de sa santé, de ses besoins, des moments qui peuvent sembler importants, mais qui sont peut-être pas les mêmes pour tout le monde. Alors, peut-être avant d'attaquer dans le vif du sujet, on va peut-être commencer par évoquer quelques généralités sur les questions de santé, de développement et de besoins. Alors, on ne peut pas parler d'évolution positive de l'enfant sans le voir sous tous ses angles à la fois. La santé aujourd'hui, on a depuis quand même maintenant quelques décennies une conception de la santé qui est une conception, je dirais, globale et positive. L'absenté, ce n'est pas que l'absence de maladie, ce n'est pas que l'absence de dysfonctionnement organique, mais c'est aussi un bien-être qui est un bien-être social et un bien-être psychologique. Le concept de développement, ça renvoie au temps. Ça renvoie au temps de la maturité, de la maturation, mais ça renvoie aussi à un contexte, parce que depuis quand même maintenant aussi quelques années, on connaît l'importance des facteurs environnementaux sur le développement de l'enfant. Je crois qu'il faut garder en tête que le développement de l'enfant, c'est pas quelque chose de linéaire. Vous le voyez bien quand vous voyez un peu, vous ouvrez votre carnet de santé, vous voyez les courbes effectivement de développement des enfants, et vous voyez bien à quel point ce n'est pas une progression comme ça régulière, mais une progression constante. Quand on parle de développement, on parle de beaucoup de choses en même temps. Je crois que quand on parle de développement, il faut parler de tous les axes de développement de l'enfant, qu'ils soient moteurs, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient affectifs. Tous ces axes doivent être envisagés ensemble parce qu'ils sont reliés, qu'ils sont dépendants l'un de l'autre. Quand on parle de besoins fondamentaux, d'abord, je crois qu'on peut dire que les besoins fondamentaux, ce sont des besoins universels. Le besoin, ce n'est pas le désir. Le besoin fondamental de l'enfant, ce n'est pas non plus l'envie. Mais on sait que ces besoins fondamentaux, on les reprendra peut-être en fin de discussion, ce sont des besoins qui sont nécessaires, dont leur satisfaction est nécessaire au bon développement de l'enfant. Voilà, donc on va peut-être entamer le vif du sujet. Donc Laurent disait que j'étais psychologue clinicienne et que j'étais agent d'un service qui était le service de protection maternelle infantile. Je voudrais prendre quelques temps pour développer un peu les missions de ce service. Le service de protection maternelle infantile, on dit la PMI, c'est une vieille dame. C'est une vieille dame parce qu'elle est née, je dirais, après les années 45.
Oui, elle est née d'une ordonnance de 1945, quand on s'est aperçu après-guerre que l'état sanitaire de la population, et en particulier l'état sanitaire des mères, des enfants, est absolument catastrophique. Donc on a mis en place un service qui est un service départemental et qui était chargé d'organiser la protection sanitaire de ces populations les plus fragiles. Donc au fil des années, ce service effectivement a beaucoup évolué. Il est maintenant destiné aussi à la prévention sanitaire, mais il est surtout destiné à l'accompagnement de la parentalité. Voilà. Donc c'est un service non personnalisé qui est placé sous l'autorité du président de la collectivité de Corse. Ce service, il organise des consultations, des actions médico-sociales de prévention et de suivi en faveur des femmes enceintes, des parents et des enfants de moins de 6 ans. Je crois qu'il est important de rappeler que c'est un service gratuit, c'est un service ouvert à tous et c'est un service de proximité. Dans ce service, il y a effectivement un certain nombre d'activités, il y a un certain nombre de professionnels, donc vous pouvez rencontrer des médecins, des sages-femmes, des puéricultrices, des infirmières, des psychos, des éducatrices, des animatrices de jeunes enfants. Tous ces professionnels sont à disposition des parents pour accompagner, pour soutenir, pour répondre à leurs questions. Le service de la protection maternelle infantile a d'autres missions. Il joue un rôle essentiel en matière d'accueil de jeunes enfants. Il instruit les demandes d'agrément des assistantes maternelles et des établissements d'accueil de jeunes enfants. Il participe enfin aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger. Voilà. Quand un enfant naît, le service de PMI est là. Il est là sous la forme du carnet de santé. Tout le monde reçoit, tous les enfants qui naissent reçoivent un carnet de santé à la naissance. Dans ce carnet de santé est détaillé tous les acquis de l'enfant entre la période prénatale et ses 6 ans. Son développement psychomoteur, son développement sensoriel, son développement affectif, le développement du langage, le développement relationnel. Il détaille aussi les examens médicaux obligatoires ou essentiels, ainsi qu'un certain nombre de conseils en promotion de la santé. C'est-à-dire que vous allez y retrouver des conseils sur le sommeil, sur l'alimentation, sur le jeu, sur la relation dans les fratries. Jusqu'aux 6 ans de l'enfant, il y a un certain nombre d'examens médicaux qui sont soit conseillés, soit obligatoires. Et tous ces examens médicaux, ils peuvent être faits auprès de votre médecin traitant, bien sûr, auprès de votre spécialiste, s'il y a un pédiatre à proximité, mais il peut aussi être fait au sein des services de la protection maternelle infantile dans les consultations de nourrissons de la PMI. Donc pour revenir un peu à notre sujet, à ce qui nous intéresse sur les temps forts du développement de l'enfant, les étapes ou non sur lesquelles il faut être vigilant. Moi, j'ai choisi de façon un peu directive de vous présenter le développement de l'enfant en partant des certificats de santé obligatoires. Voilà. Et des consultations qui ont lieu pendant les 4 ans, au cours des 4 ans de l'enfant, dans les bilans de santé qui sont faits au sein des écoles maternelles. Donc, il y a 3 certificats de santé obligatoires autour du 8e jour. Il est souvent fait au sein de la maternité. Un certificat de santé à 9 mois, un certificat de santé à 24 mois. Et ces certificats de santé, ils ont un double objectif. Ils assurent un suivi individuel de santé pour chaque enfant et ils identifient les familles susceptibles de recevoir des aides, suivant certains critères, le nombre d'enfants en charge, les quotients familiaux, etc. Donc, au cours du dernier examen, souvent pendant lequel l'enfant et sa famille vont rencontrer la protection maternelle infantile, c'est l'examen qui a lieu au sein des écoles maternelles pour les enfants de moyenne section. Donc, au cours de ces bilans, on va réaliser un bilan, je dirais, de l'état de santé global de l'enfant, et le médecin va aussi évaluer les acquis de l'enfant, et les acquis doivent effectivement à peu près correspondre aux âges, je dirais entre guillemets, normatifs.
Je rappelle que le service de la PMI n'est pas un service de soins. Voilà. Donc, si le médecin évalue et évalue le fait que l'enfant ait besoin d'un suivi particulier, il va faire une orientation vers un spécialiste. Voilà. Donc, on va reprendre un peu cet amphore des bilans pour discuter un peu du développement de l'enfant. Alors, le développement de l'enfant, moi, j'ai tenu quand même à spécifier tous les axes du développement de l'enfant. Il faut percevoir le développement de l'enfant dans quelque chose qui est global. Ce n'est pas que son développement physique, c'est son développement émotionnel, c'est son développement au niveau du langage, c'est son développement cognitif, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux apprentissages, et c'est son développement psychomoteur. Alors à 9 mois, qu'est-ce qu'il est important de repérer? Qu'est-ce que les enfants doivent, entre guillemets, avoir mis en place à 9 mois? Alors vous voyez, j'ai fait un tableau peut-être un peu trop fourni, mais je crois que par exemple, ce qui est un peu souligné, c'est qu'à 9 mois, les enfants devraient être en capacité de s'auto-apaiser. Voilà. Et c'est assez significatif tout ça au niveau du sommeil. Par exemple, à 9 mois, on pense que les enfants devraient faire leur nuit. Quand on dit qu'ils devraient faire leur nuit, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas se réveiller pendant la nuit. C'est-à-dire que pendant la nuit, ils doivent être en capacité de ne pas réveiller leurs parents. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont acquis la capacité de s'auto-apaiser. À 9 mois, vous avez bien perçu avec les petits-enfants à quel point le fait d'introduire un étranger dans leur champ de vision peut leur faire réagir. Les enfants sont très très prudents vis-à-vis de la figure de l'étranger. Alors, ils peuvent manifester ça de façon différente. Il y a par exemple des enfants qui se contentent de tourner la tête, d'enfouir la tête dans le cou de leur maman. Et puis, il y a certains enfants qui manifestent beaucoup plus violemment leur peur de l'étranger en pleurant, en criant. Voilà. Les enfants, à cet âge-là, ils ont aussi ils peuvent manifester des difficultés vis-à-vis de la séparation avec la personne qui s'occupe le plus d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire simplement qu'à cet âge-là, les enfants, ils se sont construits comme des individus à part entière, séparés, défusionnés de leur maman. Voilà, ou de la personne qui va leur prodiguer tous les soins. Ils se construisent de façon défusionnée, ça veut dire ils commencent complètement à construire leur individualité. Donc ce sont des moments effectivement absolument précieux, hein, les moments de peur de l'étranger, les moments autour de la séparation. Et je crois que ça, ce sont des moments où il faut être vraiment très, très, alors pas vigilant dans le sens où il faut faire attention, il faut avoir peur, mais il faut être disponible pour apercevoir effectivement à quel point les enfants vivent et de quelle façon ils vivent la séparation. Voilà. Il y a effectivement plein de comportements de l'enfant qui montrent qu'il mature, qu'il avance, qu'il acquiert une certaine maturité. Le fait, par exemple, de tous ces jeux de coucou, je suis là, je suis pas là, je recherche un objet, je fais tomber, il revient, se met à ce moment-là en place. À ce moment-là en place ce que les psychologues appellent la permanence de l'objet. C'est-à-dire que les enfants vont intérioriser une image à l'intérieur, ils vont intérioriser l'image des parents, en particulier de la maman, et là, ça va être une image qui va leur permettre de se rassurer au moment de l'absence de la figure maternelle. Voilà. On ne va pas tout détailler au niveau de tous les axes de développement, mais je crois qu'on peut passer effectivement
à l'âge de 24 mois. Autour des 24 mois, c'est vraiment l'âge de la découverte, c'est l'âge de l'explosion motrice. Hein, et l'enfant va avoir acquis aussi un certain nombre de ressources internes, mais aussi un certain nombre de compétences sur lesquelles on peut porter un tout petit peu attention. À cet âge-là, les enfants, ils sont capables d'empathie, ils sont capables de reconnaître quelque part, même s'ils n'arrivent pas à le formuler, l'émotion de l'autre, et aller consoler, d'une certaine façon, les enfants qui pleurent. Le petit copain à la crèche ou le petit frère. On va voir aussi les enfants à cet âge-là exercer leur indépendance, c'est-à-dire affirmer haut et fort par le nom qu'ils sont, que ce sont eux qui décident, ce sont eux qui veulent faire tout seuls. Ce sont des essais, des débuts d'autonomisation et qu'il est important effectivement de respecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut effectivement laisser tout faire aux enfants, mais un enfant qui s'oppose, c'est un enfant qui grandit. Il dit à ses parents, moi je ne suis pas toi et je suis moi, et moi je décide de faire comme je veux. Voilà. Les enfants à 2 ans, il y a quelque chose qui se met en place aussi au niveau de l'imitation. Les enfants apprennent de différentes façons et l'imitation est un fondement de désapprentissage. Les enfants vont commencer à imiter les actions un peu compliquées des adultes. Ils vont aussi être à un âge où ils vont acquérir la capacité de symbolisation. Ils vont commencer à inventer des histoires et à jouer à des jeux de faire semblant. On voit effectivement des enfants tout petits en train de bercer leurs poupées, en train de leur donner à manger ou en train d'effectuer d'autres gestes de la vie quotidienne comme les parents ou comme les grands frères et les grandes sœurs. Ce qui veut dire que les enfants ont acquis là une capacité de produire des représentations mentales. Voilà. Et ça va être effectivement un des fondements des capacités cognitives pour plus tard. Alors, on peut aussi la détailler complètement, hein. On peut montrer effectivement qu'à ce moment-là se met en place un langage un peu élaboré et on sait très bien que la mise en place des capacités communicationnelles de l'enfant est aussi un moment très, très important, quand il peut commencer à faire des phrases. En combinant 2 ou 3 mots, il arrive à se faire comprendre. C'est quelque chose aussi qui est un fondement par la suite, ses capacités à communiquer de façon correcte avec son environnement. Alors, les enfants grandissent petit à petit, ils ont des acquis absolument faramineux. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte du nombre d'acquis que font les enfants dans leur toute petite enfance. On arrive là à l'âge de 4 ans, donc à 4 ans, les enfants ont acquis déjà ce qui va faire les bases je dirais, de leur personnalité. Les enfants sont parfaitement capables d'exprimer leur contentement, leur mécontentement. Ils vont avoir la capacité à exprimer effectivement ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Ils vont commencer à exprimer ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Ils vont introduire tout ce qui est de l'ordre émotionnel dans tout leur jeu symbolique, la peur, la joie, la tristesse, ce qui veut dire qu'ils ont accès à tout leur monde interne. Et je crois que pour des parents, pour des éducateurs, il est absolument important de valoriser la reconnaissance et l'expression des émotions. Au niveau relationnel, les enfants, puisqu'à 4 ans, là, ils sont rentrés à l'école, ils vont être passés dans un monde, je dirais, ils vont passer dans le monde, c'est-à-dire que quand ils rentrent à l'école,
Les enfants sont obligés de se décentrer. Ils se rendent bien compte qu'ils ne sont plus au centre du monde et que leur monde à eux n'est plus le centre du monde. Il faut effectivement qu'ils se détachent un tout petit peu de cette fusion qu'ils ont eue avec leur milieu familial pour pouvoir aller vers les autres. Et c'est le moment, effectivement, des jeux avec les autres. C'est le moment où on va pouvoir avoir des amitiés très fortes, hein, à 4 ans, à 5 ans. C'est le moment où on va aussi pouvoir exprimer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ses préférences, ses intérêts. Et on va avoir effectivement à 4 ans un langage qui commence à être très complet, très très complet. Un enfant va pouvoir raconter des histoires, il va pouvoir à cet âge-là dire je, hein, ça arrive beaucoup plus tôt que 4 ans, je dirais à 3 ans. Il va pouvoir dire son nom, dire son prénom, utiliser des mots pour se décrire lui-même, c'est-à-dire qu'il va mettre en place cette capacité d'autoréflexion sur lui-même. Voilà. Il va avoir effectivement des apprentissages cognitifs très importants. Alors qu'on fait des bilans de santé à 4 ans, vous avez tous vu les bonhommes qu'on dessine. On va voir un peu quel est l'acquis de l'enfant au niveau de l'image du corps, quel est l'acquis de l'enfant au niveau du graphisme. Ça va être un moment effectivement important pour détailler un peu tous les acquis de l'enfant. Voilà. Donc les bilans de santé, alors est-ce que ce sont des étapes essentielles? Est-ce que c'est des moments du développement qu'il ne faut pas manquer? Je crois que c'est le moment de faire le point, surtout sur le développement global de l'enfant. Parce que j'insiste vraiment là-dessus, il faut vraiment garder en tête quelque chose de l'ordre de la globalité au niveau de ce concept de santé et au niveau de ce concept de développement. Alors, est-ce qu'il y a des moments plus importants que d'autres? Je crois que du côté de la maturation, tous les moments sont importants. Par exemple, dans le développement moteur, du moment où un enfant tient sa tête, au moment où il se met assis, au moment où il se met debout, au moment où il commence à faire ses premiers pas, au moment où il court, où il tape dans un ballon, au moment peut-être où il marque son premier but dans le match de hand ou le match de foot, tous ces moments-là sont importants. Ce qui va marquer l'importance de ces moments de maturation, c'est aussi la résonance affective que ça va avoir. Un enfant qui commence à marcher, qui commence à courir, commence à taper dans un ballon, je veux dire, s'il est encouragé, s'il est félicité par ses parents, s'il sent dans le lien affectif qu'il noue avec ses parents l'importance de ce qu'il a fait dans les yeux de ses parents, je crois que ce sera une étape extrêmement importante. Voilà. Tous les moments de maturation sont importants. Du premier sourire en réponse qu'il va adresser, au moment où il va pouvoir exprimer quelque chose de je t'aime maman, au moment où il va avoir effectivement son meilleur ami qui va venir à la maison, tous ces moments qui signent la maturation relationnelle de l'enfant sont des moments importants. Je dirais côté parents, là où effectivement il faut être vigilant, c'est tout ce qui marque le changement. Voilà, tout ce qui introduit quelque part une discontinuité dans le rythme de l'enfant, dans la vie quotidienne de l'enfant. Alors, ce n'est pas forcément des expériences dramatiques, pas du tout, mais c'est des moments où il faut effectivement être un peu plus vigilant. Dès le retour de la maternité, voilà. Le fait de devoir se réajuster autour d'un enfant du côté d'une maman, du côté d'un papa, dans le couple, le fait d'avoir cette nécessité de cette disponibilité psychique, cette attention permanente, ça, effectivement, c'est un moment du côté parental qui est extrêmement important. Tous les moments qui marquent les séparations, qu'on va chez nous la première fois, qu'on va à la crèche la première fois, qu'on va à l'école maternelle, quand de l'école maternelle, on passe à l'école primaire.
quand il y a un enfant qui arrive, un nouvel enfant qui arrive dans la famille et qui va remettre en jeu toutes les interactions du système familial. Tout ça, ce sont des moments importants dans la vie des parents. Après, côté, je dirais, entre guillemets, des experts, actuellement, l'accent est mis sur ce moment qui est absolument époustouflant, hein, qu'on appelle les 1000 premiers jours. Donc actuellement, le gouvernement a lancé des plans sur cette notion des 1000 premiers jours. Il y a eu un rapport qui a été demandé à Boris Cyrulnik et on a mis en place, je dirais, à disposition des parents toute une somme de connaissances qui sont à la fois des connaissances des pédiatres, des experts en sommeil, en alimentation, hein, en développement de l'enfant, mais qui sont aussi des actions qui sont mises en place dans le territoire pour favoriser tout ce qui concourt au bon développement de l'enfant et au bon, je dirais, lien entre parents et enfants. Donc ces 1000 premiers jours, c'est une période qui concerne l'enfant du 4e mois de grossesse aux 2 ans de l'enfant. Il faut se rendre compte qu'effectivement, à ce moment-là, la progression de l'enfant est absolument extraordinaire. La taille du cerveau est multipliée par 5, les connexions neuronales se font à une vitesse absolument supersonique, 200 000 par minute, et toute la façon dont le cerveau grandit, dont l'enfant grandit, est bien sûr influencée par la génétique. On a des encodages qui sont fermés et qui influencent la maturation, mais c'est extrêmement influencé aussi par l'environnement et par les expériences vécues. Voilà. Donc avoir une nutrition adaptée, avoir un sommeil adapté, vivre dans un milieu qui vous protège, être stimulé par le jeu, par la parole, par l'attention de l'adulte qui s'occupe de vous, des adultes qui s'occupent de vous, et ensuite par la qualité des interactions entre l'adulte et l'enfant. Je crois qu'il faut bien avoir en tête qu'un enfant, c'est un être totalement dépendant de l'adulte. Il va s'attacher à l'adulte, il va s'attacher à un adulte qui va répondre à ses besoins de façon immédiate au début et un peu plus différée par la suite, mais qui va répondre de façon très adéquate à ses besoins et de façon chaleureuse à ses besoins. Tous les premiers apprentissages, que ce soit les apprentissages sociaux, les apprentissages émotionnels, les apprentissages cognitifs, dépendent de ce lien qui va se créer entre les enfants et les parents. Et ces liens, en général, ce sont des liens sécurisés. On appelle ça un attachement sécure. L'attachement, c'est un besoin vital, absolument vital pour le bébé. Et plus cet attachement sera sécurisé, plus il sera fort, plus il sera bienveillant de la part des parents, plus l'enfant va construire des modalités de relation au monde qui vont être pour lui-même sécures. Ça veut dire qu'il va pouvoir vivre les expériences de la vie de façon un peu tranquille, un peu adaptée, sans être trop attaqué par ce qu'il va vivre obligatoirement par la suite, parce que la vie, c'est fait effectivement de moments faciles, mais aussi de moments difficiles. Donc actuellement, tous les experts insistent sur cette notion de l'attachement, qui est une notion un peu ancienne, mais qui a été remis en lumière par les nouvelles recherches qui ont été faites sur les neurosciences et sur l'épigénétique. Alors, un enfant, ça se construit donc sur l'attachement. L'attachement, c'est la façon dont les adultes, dont l'environnement va répondre de façon adaptée aux besoins de l'enfant. Alors, ces besoins, quels sont-ils? Il y a plusieurs façons de voir les besoins de l'enfant. Moi, j'ai choisi de façon un peu arbitraire une définition de l'enfant qui est issue de la Haute Autorité de Santé,
Alors arbitraire, oui ou non, mais je trouve qu'elle correspond assez bien à la vision qu'on a actuellement de ce que doit être l'accompagnement des parents. Alors ces besoins, ils sont au nombre de 5. On va prendre le temps petit à petit de les détailler. Il y a d'abord un besoin ce qu'on appelle un besoin de sécurité, qui est un besoin, je dirais un méta-besoin de sécurité. Voilà. Donc dans ce besoin de sécurité, il y a les besoins physiologiques. Je veux dire, le soin donné à l'enfant, la façon dont se déroule le soin et le soubassement du développement psychique et physique de l'enfant. Alors, je vais dire des banalités, mais qui ne sont pas des banalités actuellement, qu'on ouvre un peu nos infos, qui ne sont pas des banalités de partout. Un enfant, il a besoin d'être nourri, d'être lavé correctement, il a besoin de dormir suivant des rythmes réguliers, en quantité, en qualité, adaptés à son âge. Il a besoin d'être protégé du froid. Il a besoin que sa santé globale fasse l'objet d'une attention constante. Et ça, quel que soit son âge. Et je répète, et je ne répéterai jamais assez, que la santé, ça se limite pas à l'absence de pathologie ou de dysfonctionnement organique. La santé, tout fait partie de la santé. La façon dont on s'en parle, la façon dont il exprime son émotion, la façon dont il se comporte, ça fait partie de sa santé. Ensuite, les enfants, ils ont besoin de protection. Ils ont besoin de protection, et c'est une des missions, effectivement, des services de la collectivité territoriale. Ils ont besoin d'être protégés, effectivement, de toute forme de négligence, de maltraitance et de violence. Voilà. Mais les enfants, ils ont besoin aussi de vivre dans un environnement sécure. Ils ont besoin d'être protégés de tous les dangers auxquels ils peuvent avoir à faire face dans leur vie quotidienne. Je crois qu'on est en droit de rappeler que les accidents de la vie, les accidents domestiques, les accidents de la route sont la première cause de mortalité des jeunes entre 1 et 18 ans. Voilà. Donc il y a aussi un besoin, on l'a évoqué quand on a parlé de cette notion d'attachement, il y a un besoin de sécurité affective et relationnelle. Voilà. Les enfants ont besoin de relations affectives stables, cohérentes, avec des adultes qui sont dans une disponibilité et une attention vis-à-vis d'eux. Les enfants, ils ont besoin d'exploration. Ils ont besoin qu'on laisse libre cours à toutes leurs capacités, que ce soit leur capacité motrice, leur capacité créative, leur capacité imaginative, leur capacité réflexive. Il faut qu'ils exercent leur corps, il faut qu'ils exercent leur force, leur endurance, leur souplesse, leur coordination, leur plaisir, à rentrer dans des dispositifs comme les règles du jeu, les jeux collectifs, toutes les expériences que les enfants peuvent faire au niveau de leur imagination. Ils ont besoin de manipuler, ils ont besoin de créer, ils ont besoin d'imaginer, ils ont besoin de faire comme si. Hein. Toutes les expériences qu'ils peuvent faire au niveau du langage. Les enfants ont besoin d'être immergés dans un bel langage. Ils ont besoin de comprendre le sens des mots. Ils ont besoin de tout petit qu'on leur nomme les mots. Ils ont besoin de comprendre leurs mots, le monde qui est autour d'eux. Et ça peut se faire que par la posture de l'adulte qui va être un peu un décodeur entre l'enfant et le monde extérieur. Les enfants, ils ont besoin de s'ennuyer, ils ont besoin de rêver, ils ont besoin d'imaginer, ils ont besoin d'entendre des histoires qu'on leur raconte. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin qu'on s'intéresse à ce qu'ils ressentent. Voilà. Les enfants, ils ont aussi besoin de comprendre le monde qui les entoure et d'être immergés dans le monde pour acquérir la compréhension du monde qui les entoure, l'espace, le temps, le nombre. Ils ont besoin de
catégoriser, ils ont besoin de raisonner, ils ont besoin d'imaginer des solutions innovantes. Et toutes ces expériences que peuvent faire les enfants ne sont pas forcément dépendantes du niveau socio-économique des familles. Il y a plein de lieux autour de vous, autour des familles, qui proposent des expériences de ce type aux enfants. Voilà. Que ce soit les maisons ouvertes, les haltes garderies, les ludothèques, les crèches, l'école, tous les centres de loisirs, les centres d'animation socio-culturelle, toutes les associations sportives et culturelles vont pouvoir effectivement satisfaire le besoin d'exploration de l'enfant, qui est un besoin très important. On ne peut pas continuer sur les besoins de l'enfant sans évoquer aussi, je pense, le besoin de cadres et de limites auxquels actuellement bon nombre de cadres familiales et de cadres collectifs se trouvent confrontés. L'enfant, pour grandir, il a besoin d'intérioriser un certain nombre de codes et un certain nombre de valeurs. Pour intérioriser ces codes et ces valeurs qui permettent la vie en société, l'enfant, il doit être en capacité de se réguler sur le plan émotionnel et comportemental. Voilà, il faut, et je pense que, et actuellement, c'est le travail qui est fait au niveau du développement des compétences psychosociales, il y a une éducabilité au niveau de ce développement émotionnel. On a besoin, dans une société, que les individus apprennent à ne pas se laisser envahir par leurs émotions, mais à pouvoir simplement les reconnaître, les exprimer sans agressivité et sans soumission. Voilà. Un enfant qui vous dit je suis en colère, à 4 ans, à 5 ans, c'est fantastique. Souvent, on voit des enfants, effectivement, qui éprouvent quelque chose lors d'une émotion parfois négative et qui vont directement passer à l'acte sans avoir ce temps comme ça de pensée, de mentalisation qui va leur permettre ce recul nécessaire pour ne pas agir constamment ce qu'ils éprouvent à l'intérieur. Voilà, donc ce travail effectivement sur le cadre, sur la limite, sur l'apprentissage des règles, des valeurs et sur la capacité de régulation émotionnelle est un travail éducatif fondamental. Tous les cadres éducatifs qui visent à ce que les enfants soient autonomes doivent être en capacité d'apporter à la fois de la souplesse, quelque chose effectivement qui est assez souple et où l'enfant va pouvoir expérimenter, apprendre par essai, par erreur. Parce que l'apprentissage, c'est ça. On fait des erreurs, on se trompe, on recommence, on cherche une autre solution. Donc il faut laisser à l'enfant la marge de manœuvre nécessaire pour cet apprentissage-là, tout en mettant en place un environnement sécurisé. Voilà. Mais où en même temps, il apprend à réguler émotionnellement tout ce qu'il ressent à l'intérieur. Et il va pouvoir agir dans cet environnement en respectant les autres, mais aussi en se respectant lui-même. Donc, pour arriver à poser comme ça un cadre qui soit à la fois un cadre qui soit bienveillant, qui soit sécurisant, qui soit contenant, il a besoin d'être entouré d'adultes qui lui expliquent concrètement ce qu'ils attendent de lui, et qui lui expliquent concrètement à quel point, effectivement, tous les gestes que l'on fait, tout ce qu'on dit, peuvent avoir des conséquences sur autrui. C'est une façon d'introduire les enfants à cette notion de responsabilité. L'enfant, il a besoin d'avoir autour de lui des adultes cohérents. C'est-à-dire qu'il a besoin, l'enfant, il se construit par modélisation. Il va se construire davantage sur ce qu'il doit faire que sur ce qu'il va entendre. Voilà. L'enfant a aussi besoin de voir ses émotions reconnues
et être accompagné par l'adulte, qui lui permet d'aller de ce qu'il ressent à l'intérieur, de ce bouillonnement pulsionnel, vers un comportement acceptable. Tous les ressentis, toutes les émotions sont acceptables. Tout est acceptable. Entendre un enfant dire « je n'aime pas mon petit frère » ou « je n'aime pas ma petite sœur », c'est entendable. Même si c'est difficile pour un parent qui est dans cette illusion, effectivement, d'une famille où tout le monde a des relations fortes, tranquilles, apaisées, entendre un enfant dire des mots comme ça, c'est acceptable. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'il agisse son sentiment dans son comportement. Voilà. Juste un petit exemple, parce que je crois que les liens, les relations entre, à l'intérieur d'une fratrie sont souvent source de discussions, effectivement, au sein des familles. L'enfant, il a aussi besoin, l'enfant et tout individu a besoin qu'on respecte son identité. Voilà. Pour grandir, on a besoin de s'inscrire dans une filiation. On a besoin de savoir qui sont ses parents, qui sont ses grands-parents. On a besoin de s'inscrire dans une filiation et on a besoin de s'inscrire dans une inscription des générations. Cette notion d'identité, c'est un concept un peu, je dirais un peu fourre-tout, mais du point de vue psychologique, l'identité, c'est ce qui permet de se réfléchir soi-même comme un sujet à part entière et un sujet fait de dimensions multiples. L'identité, c'est un peu comme un millefeuille. Hein. On va d'abord se construire on va se reconnaître comme faisant partie de l'humanité. On n'est pas des plantes, on n'est pas des objets, mais voilà, on se reconnaît d'abord comme humain. Ensuite, on va se reconnaître comme sexué. On a un sexe biologique. Ensuite, on va appréhender plus ou moins une orientation sexuelle. On va se reconnaître aussi comme faisant partie d'un tout plus grand que nous, une origine nationale, par exemple. On va se reconnaître comme faisant partie d'un idéal qui peut être porté effectivement, ou d'une spiritualité qui peut être portée par la religion. On va avoir des convictions, on va avoir une identité culturelle, on va avoir une personnalité. On va faire partie effectivement, on va être affilié à une famille, à des générations, mais on va aussi appartenir à un groupe, hein, quel que soit le groupe, que ce soit le groupe de copains, l'équipe de sport, le syndicat, peu importe. Donc ces besoins d'identité, ce sont des besoins extrêmement précieux, hein, et je crois qu'il faut faire très, très attention à, à à avoir des postures par rapport à tous ces petits, toutes ces petites couches identitaires, avoir des postures d'acceptation, hein. Ce que pensent les gens est acceptable. Ce qu'ils font, c'est autre chose. Voilà. Et je crois que pour des enfants, qui rentrent par exemple à l'école ou qui rentrent dans du collectif, il est important qu'il y ait une continuité entre leur milieu, leur famille et la structure collective dans laquelle ils vont rentrer. Voilà. Il y a une espèce de cohérence comme ça et c'est le rôle, hein, je crois que ça, c'est le rôle de l'école. C'est vraiment l'école qui va créer quelque chose d'un collectif qui va avoir effectivement les mêmes valeurs, les mêmes buts, les mêmes objectifs, et qui va respecter l'identité singulière de chacun. Voilà. Le dernier besoin, c'est le besoin de valorisation. Nous sommes des animaux sociaux. On ne peut pas vivre seul, sans lien avec les autres. C'est absolument, ou alors on est un être absolument, soit perdu, soit exceptionnel, hein. Chacun de nous dépend du regard d'autrui.
Chacun de nous est un être singulier et doit être reconnu comme tel, c'est-à-dire que chacun de nous est quelqu'un d'absolument irremplaçable et quelqu'un d'absolument nécessaire à la société qui l'entoure. Voilà. Donc voilà, on a un peu fait un catalogue des besoins de l'enfant et on a fait un catalogue qui actuellement, je veux dire, est le catalogue sur lequel se fondent la plupart des travailleurs, je dirais, éducatifs, médicaux, sociaux, qui sont autour de l'enfant. Alors, en conclusion, je voudrais simplement mettre à l'écran cette petite affiche qui est une affiche qui a été ou un flyer, hein, je ne sais pas sous quelle forme ça va être distribué, qui sera mise à la disposition des parents et qui a été faite par les équipes de la protection maternelle infantile et qui, vous voyez, reprend l'essentiel des besoins de l'enfant, hein. Ce sont les besoins physiologiques, la santé, l'alimentation, le sommeil, voilà. Ce sont les besoins, d'exploration. Je joue, hein, je ris, je m'émerveille, je découvre, je suis curieux, je vais découvrir de nouvelles choses, c'est aussi l'accès à l'éducation et ce sont les besoins relationnels, qui sont détaillés là et qui permettent effectivement aux parents de se poser la question effectivement, est-ce que, voilà, mon enfant mange bien? Est-ce que mon enfant dort bien? Est-ce que mon enfant a une hygiène régulière? Est-ce que mon enfant a un groupe d'amis? Est-ce qu'il est curieux? Est-ce qu'il est à l'aise dans son environnement? Et tous ces petits détails, tous ces petits, questionnements, vont pouvoir faire état effectivement du développement, heu, adéquat d'un enfant. Voilà. Simplement pour finir, moi je dirais que, ce dont ont besoin les enfants pour résumer, c'est d'avoir un cadre bienveillant, c'est d'avoir un cadre sécurisant et c'est d'avoir un cadre contenant. Dans tous les milieux qu'ils vont traverser, que ce soit, la famille, c'est une évidence, mais que ce soit par la suite l'école, les écoles et les expériences, plus tard qu'ils vont faire. Je crois qu'il est nécessaire pour que les individus se développent le mieux possible, qu'une société puisse arriver et puisse offrir à ses enfants des cadres bienveillants, sécurisants et contenants. Voilà. Eh bien, Marie-Paul Dezanti, Réseau Canopé de Corse, vous remercie chaleureusement pour votre participation et à travers vous, bien sûr, toutes les équipes de PMI de Corse qui, nous le savons, entreprend un travail remarquable sur tout le territoire. Je vous rappelle que ce webinaire, l'Instant Parent, est en ligne sur Facebook Canopé de l'Académie de Corse et vous pourrez aussi le retrouver très prochainement sur la chaîne YouTube Canopé de Corse, comme tous nos webinaires, l'Instant Parent. Notre prochain rendez-vous est le mardi 14 mars avec Marie Pierronne, qui est professeure d'histoire, mais aussi correspondante au Clémy en Corse et qui sera sur une thématique, qui nous parlera d'une thématique que nous avons déjà pu traiter avec Serge Tisseron, qui, comme vous, est sur cette ligne de la psychologie, de la psychiatrie pour lui aussi. Et cette fois, ce sera à travers donc la famille tout écran, qui est une famille absolument à découvrir, notamment autour du dialogue entre parents et enfants. Ça aussi, certainement, Marie-Paul, que vous connaissez. Les inscriptions donc, à ce prochain webinaire du 14 mars seront ouvertes à partir de demain sur réseau-canopé.fr Académie de Corse. Il me reste à remercier chaleureusement nos partenaires, la CAF et le journal Féminin Corse Matin. Merci aussi à Marc-Antoine Marie, directeur des ateliers Canopé en Corse, qui assure la rediffusion de ce webinaire et l'accompagnement technique, à Sarah Jossen, qui participe aussi à la préparation de ce webinaire, et à Fabienne Théron-Jean-Farani, qui s'occupe de la partie communication. Rendez-vous donc mardi 14 mars. Merci encore Marie-Paul, à très bientôt et merci à tous pour votre participation. Bonsoir à tous.